Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, élections communales et régionales de mars 2022 où toute la République était amenée à voter. Les efforts diplomatiques des Occidentaux se poursuivent où la France a tenu une réunion à Versailles. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a fait déclaration aujourd'hui au milieu de matinée dans le cadre d'une réaction presse après s'être acquitté de son devoir de citoyen de voter au bureau 1 au district de Djibouti. Le chef de l'État a rappelé que je suis autant plus attaché à l'organisation, le scrutin, à l'exercice du vote qu'ils sont gages de transparence politique. A noté la même réaction du chef de l'État qui s'est rendu à l'urne en compagnie de son épouse, la première dame du pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd. Le chef de l'État a tenu aujourd'hui des élections régionales et communales de la République de Djibouti qui a eu lieu de 6h à 18h à travers 529 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national. Au nombre de 215 687, les électeurs enregistrés pour ce scrutin auront à partager, outre l'Union pour la majorité présidentielle, principale coalition politique de notre pays, et deux autres listes indépendantes, Ouattani Assadjouk et Développement et Justice, qui concourent à Ali Sabieh. La tenue des élections régionales et communales est loin d'être un précédent à Djibouti. La République de Djibouti organise ce scrutin depuis 2007, date à laquelle notre pays a instauré la décentralisation aux fins d'une plus grande représentation de la société civile dans le pouvoir public. Ainsi que le chef de l'État et la première dame du pays se sont acquittés de leurs devoirs. Shisheeye dabkiisa kas weeyi dareensan shisheeye dabkiisa kas weeyi dareensan wixii duminaya u diida dhulkooda intaan dibad joogay dal oo dad aan la maseeyo u diirsada waaye. Et comme dans le reste des communes de la capitale, les régions de l'intérieur, les bureaux de vote de la commune de Ras Dika ont ouvert eux aussi leurs portes vers 6h, heure locale. À cet égard, les électeurs qui étaient inscrits sur la liste électorale de la commune se sont rendus dans ce centre pour participer à les élections communales et régionales qui interviennent après la fin de la campagne électorale qui a duré 2 semaines. Cette élection qui s'est déroulée sous la supervision de la commission indépendante pour les élections communales et régionales, présidée par Bahnan Ali Medel. Eh bien, dans le cadre de notre couverture médiatique, cet important événement national, une équipe de la télévision nationale s'est rendue dans de nombreux bureaux de vote de la commune où les scrutins se sont déroulés dans le calme et harmonisent à notre que la liste de l'Union majorité présidentielle est la seule candidate à remporter les sièges de la commune de Ras Dika. Rappelons, il convient de noter que les conseils communaux et régionaux sont chargés entre autres, de consolider et de renforcer la décentralisation administrative et renforcer la gouvernance locale. Les conseils communaux et régionaux sont en contact direct avec les besoins des citoyens. Leurs besoins, c'est que ce soit au niveau des communes de la capitale ou des régions de l'intérieur. Eh bien, dans une déclaration faite à la presse après que le chef de l'État s'est acquitté de son devoir citoyen de vote au bureau du district de Djibouti,
Il a rappelé que je suis autant plus attaché à l'organisation de ces scrutins et à l'exercice de vote qu'ils sont engagés de transparence politique et démocratique. Écoutons le chef de l'État. Voter est un droit et en même temps un devoir, n'est-ce pas? On reconnaît la citoyenneté, le devoir de participer à la vie politique dans notre pays. C'est un devoir pour l'ensemble de nos compatriotes. Eh bien, pour rappel aussi, comme dans le reste des communes de la capitale, les régions de l'intérieur du pays, les bureaux de vote ont ouvert, commune de Boulahaus, ont ouvert leurs portes vers 6 heures, heure locale. À cet égard, les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune se sont rendus dans ce centre pour participer à ces élections communales et régionales qui interviennent après la fin de la campagne électorale. Rappelons qu'il a duré 2 semaines. Cette élection qui s'est déroulée sous la supervision de la commission indépendante pour les élections communales et régionales. Direction le sud, où ces jours de vote d'Ali Sabieh, tout comme sur l'ensemble du territoire. Tôt ce matin, les habitants d'Assajok ont été appelés aux urnes et les bureaux de vote ont ouvert leurs portes des bonnes heures. Des queues devant les bureaux de vote se désemplissent. Au calme, les électeurs attendent patiemment devant les bureaux de vote de la région d'Assajok, ressortant ensuite avec le doigt teinté d'encre. Contrairement aux autres régions qui sont en lice à Ali Sabieh, 3 candidats, outre l'UMP, 2 autres issus de la société civile ainsi que Wadani Assajok et Développement et Justice. Bataillement pour le siège des conseils régionaux pour les 5 prochaines années. Les têtes de liste des mouvements Wadani, dont notamment Faisal Mahmoud Wabri et la tête de liste Mohamed Hassan, et enfin la tête de liste de la coalition de l'UMP, Charmake, ont voté suivi de la classe politique de la région. Cette journée a été le résultat d'un marathon de 2 semaines où chaque liste ou coalition rivalisait d'ardeur et de discours pour s'attirer le maximum de suffrages des électeurs. Ils se sont allés à la rencontre des populations pour leur présenter leurs projets et solliciter les suffrages des électeurs djiboutiens. Les candidats ont eu le sens de responsabilité et invité leurs concitoyens au respect des principes démocratiques acceptés de tous. Cette journée a illustré un moment d'unité, de paix et de démocratie. Le vice-président de la commission électorale régionale indépendante de la CRI, Hassan Bouh Gadide, accompagné de ses proches collaborateurs, se sont rendus tôt ce matin dans l'école 1 et 2 d'Ali Sabieh pour constater de visu les opérations de vote et se faisant d'assurer du bon déroulement de ces événements. Le vote qui s'est ouvert à 8 h du matin pour les 2300 électeurs qui étaient inscrits et appelés aux urnes pour départager les 3 candidats en lice, rappelant que le bureau de vote fermeront dès 7 h du soir. Et en cette journée fortement symbolique, les Ali Sabieh ont commencé à voter avec engouement tôt le matinée pour élire leur président. Participer à cette opération d'inspection de vote, outre le vice-président de la CRI, les magistrats, Assid Labar ainsi que les membres de la CRI et beaucoup d'autres délégués présents pour assurer le bon déroulement de cette tournée tant attendue.
Eh bien, toujours à l'instar du Capital et d'autres régions de l'intérieur, le scrutin communal de la région aujourd'hui s'est déroulé dans le calme à Tadjoura, dans le nord, où les compétiteurs en lice sont la liste de l'UMP composée de 18 membres, conduite par M. Omar Hussein. D'ailleurs, ce vendredi, le scrutin, c'est une séance de vote, plutôt les bureaux de vote ont ouvert leurs portes dès 6 h du matin. Comme prévu, c'est plus de 18 400 électeurs qui sont inscrits dans toute la région de Tadjoura pour 56 bureaux. Ainsi, nous avons pu constater que les membres du bureau étaient tous pas présents. Tôt dans la matinée, la tête de liste du candidat a sa propre succession à la tête du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, et le préfet de Tadjoura, Hassan Dabalé, la secrétaire d'État chargée des investissements, secteur privé, Sofia Ali, le vizir de Tadjoura, ainsi que les membres du candidat de la liste de l'UMP se sont acquittés de leur devoir citoyen de vote. Et puis, ils ont visité plusieurs bureaux de vote pour constater le déroulement du scrutin. Dans les localités de la sous-préfecture de Dora, Adaylou, Randa et Lakassal, les électeurs se sont rassemblés massivement au bureau de vote. Le vice-président de la commission électorale régionale indépendante de la Syrie, Aramis Cher, accompagné de ses proches collaborateurs, se sont rendus tôt dans les bureaux de vote pour constater le déroulement des scrutins. Ouvert à 6 h comme prévu, tout se passe dans le calme et dans la sérénité. Alhamdulillah, tout est en place dans la région de Tadjoura, bien que pour les 10 bureaux du chef-lieu et les 46 bureaux des zones rurales. Les sous-préfectures de Dora, d'Adaylou, de Lakassal, de Randa, tous les bureaux sont ouverts, le président et tous les membres du bureau, tous sont bien en place et tous les matériels ont été acheminés à temps et tous les bureaux sont en place bientôt. Merci. On reste toujours dans le nord, où le bureau de vote de la région de Dobok ont ouvert leurs portes vers 6 h du matin. La région de Dobok, les nombres des électeurs inscrits étaient de 11 462. En total, plus de 35 bureaux de vote ont ouvert leurs portes, 11 bureaux de vote pour Obokville. Et à cet égard, les électeurs inscrits sur la liste électorale de la région et les hauts responsables de la région de Dobok, dont le ministre de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, le préfet de Dobok, Abdou Malik Ahmed Benouita, les parlementaires se sont rendus dans les différents bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs civiques qui interviennent après la fin de la campagne électorale qui a duré 2 semaines. Cette élection s'est déroulée sous la supervision du vice-président, M. Ahmed Saïd, de la commission indépendante pour les élections communales et régionales de la région de Dobok. Tout est normal, a déclaré à la RTD le vice-président de la CRI, M. Ahmed Saïd, et les membres du bureau sont présents. Toute la logistique était en place et le calme règne, a-t-il ajouté. A noter que la liste de l'Union pour la majorité présidentielle est la seule candidate qui concourt dans la région de Dobok. Au BOC, où il y a 11 462 électeurs pour 35 bureaux. Le déroulement de cette élection est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Jusqu'à aujourd'hui, tout se passe très bien. Les bureaux ont ouvert à 6 h du matin dans les chefs-lieux et dans l'arrière-région, dans l'ensemble de l'arrière-région. Ça va continuer jusqu'à, Inch'Allah, au terme à 18 h ou à 19 h selon le déroulement ou le décret qui nous parviendra. Normalement, c'est 18 h et jusqu'à 19 h s'il y a un décret. Les membres d'un bureau sont tous présents dans leur bureau. L'équipe de CENI fait leur travail. La liste de l'IMP, c'est la seule liste dans la région d'Obok. Nous remercions également les forces de l'ordre qui assurent la sécurité et les transports. J'exhorte l'ensemble des électeurs obokois à
accomplir leur devoir civique qui est de voter. Depuis ce matin, les bureaux de vote de Obok sont ouverts et le vote se passe dans la sérénité et dans la tranquillité. Comme tout citoyen, je viens d'accomplir mon devoir civique. Et comme c'est le droit de vote, c'est un devoir, j'incite tous les Obokoises et les Obokois à venir voter massivement pour la liste de l'UMP. Eh bien, après 13 jours de campagne officielle, les Djiboutiens se sont rendus aux urnes ce vendredi pour élire les élus des communes et des conseils régionaux pour un mandat de 5 ans. À l'instar de la capitale et des autres régions de l'intérieur, les électeurs de la région d'Arta se sont rendus aux urnes pour élire ces nouveaux élus locaux au conseil régional d'Arta. Eh bien, plus de 10 861 électeurs étaient inscrits avec 27 bureaux dans la région d'Arta, selon la direction des élections du ministère de l'Intérieur. La liste des candidats de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, le parti au pouvoir, fait figure des grands favoris et aussi la seule liste politique en lice pour cette région. Arta, ces élections régionales, vont renouveler plus de 11 élus locaux, dont 2 femmes qui siégeront pour 5 ans sur le banc du conseil régional d'Arta. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, le préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, le candidat à sa propre succession, Elmi Bouh Goudadé, tête de liste des candidats de l'UMP, se sont acquittés de leur devoir civique de vote. Le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, s'est rendu ce matin à plusieurs bureaux de vote de circonscription de Arta, Ouéa et de Merjoug, Laïta et Kerta pour pouvoir constater de visu le bon déroulement du scrutin des élections communales et régionales de la région d'Arta. Rappelons que cette élection se déroule sous la supervision de la commission indépendante pour les élections communales et régionales, autrement dit la CRI, présidée par le vice-président Saad Ibrahim Derir. Retour à Djibouti. Dans d'autres actualités, le chef de l'État, M. Ismaël Merguele, a, dans une importante réunion qu'il a présidée jeudi au Palais de la République, défini les grandes lignes d'un plan national d'action visant à éviter à notre pays les répercussions économiques négatives de la crise internationale actuelle, engendrée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il s'agit là d'un plan destiné essentiellement à mettre notre population à l'abri du phénomène classique, envelopper des prix notamment au relatif aux denrées à première nécessité et à garantir l'acquisition du pétrole en pente et du gasoil dans son tarif actuel. La maîtrise du prix poursuivie en définitive à travers cette nouvelle initiative du président de la République sera menée par le biais d'une subvention étatique sur les produits de première nécessité et par un contrôle rigoureux sur les tarifs auxquels ils sont vendus sur le marché. Insigné par de la volonté du chef de l'État à éviter les conséquences négatives de la crise mondiale actuelle, notre population, il enjoint au plan d'action sur la maîtrise du prix entérine aujourd'hui une mention spéciale de prise en charge alimentaire complète au profit de 10 000 familles issues de la frange communautaire la plus modeste de notre société. Le Premier ministre, M. Abdelrahman Khan Mohamed, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, et le ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roble, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsam Medirié, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, et le ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Houlouf Ismaël Abdou, ont pris part à l'importante réunion qui a eu ce jeudi autour du président de la République. Le chef de l'État a convoqué aujourd'hui une réunion très importante où étaient présents un certain nombre de ministres, dont le ministre du Commerce et le ministre du Budget, ainsi que le ministre de l'Énergie et la ministre de la Solidarité et des Affaires sociales. La guerre qui sévit en Russie, et entre l'Ukraine et la Russie, a des impacts sur l'économie mondiale. Et quand il y a un impact sur l'économie mondiale, il y a également un impact sur l'économie djiboutienne. Aujourd'hui, et le président de la République a souhaité qu'un plan de contingence soit mis en place, un plan de mitigation également, parce que l'augmentation des prix du pétrole sur le marché mondial nous pose problème en ce moment. Le baril de pétrole qui était à une soixantaine de dollars, 70 $, est passé à plus de 150 $. Donc des inquiétudes sérieuses, mais le gouvernement prend ses dispositions, prend des mesures de mitigation afin de prévenir cet impact sur notre population. Premièrement, il y a les produits de première nécessité dont les prix doivent être maîtrisés. Et je crois que le président de la République a donné des instructions très claires, aussi bien au ministre du Budget qu'au ministre du Commerce, pour qu'un contrôle sévère soit fait sur la maîtrise des prix. Et pour cela, l'État va subventionner les prix des produits de première nécessité pour éviter
et qu'il y ait cette inflation qui est prévisible. L'autre élément très important concerne le gasoil. Là aussi, les gasoils et l'essence, le président de la République a donné des instructions pour que ces prix-là ne puissent pas être augmentés pour les 2 mois à venir au moins, et voir arriver, je dirais, cette inflation qui certainement va nous toucher de manière assez sévère. Le ministère de la Solidarité et des Affaires sociales va également, pour les mois à venir, notamment le mois de Ramadan, va prendre en charge la nourriture de plus de 10 000 familles, qui est déjà prête. Donc, une série de mesures, d'abord de contrôle, que le ministre du Commerce va expliquer également, sur les moyens qui vont être mis pour ces contrôles. Ensuite, une maîtrise des prix qui va être également réalisée grâce à un effort spécial et spécifique du gouvernement pour continuer à subventionner ces produits de première nécessité. Et donc, il est très important de rassurer notre population, de leur dire que même si le contexte international est difficile, même si l'inflation est mondiale, nous allons faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible sur la vie quotidienne de nos populations et en particulier des familles qui sont dans le besoin. En bref et en images, le ministère du Commerce et du Tourisme porte à la connaissance de la population que, compte tenu de la conjoncture internationale, il est constaté ces dernières semaines une hausse de prix sur certains produits alimentaires de première nécessité, tels que l'huile alimentaire. À la veille du mois béni du Ramadan, le ministère du Commerce, en collaboration avec le secteur privé, prend toutes les dispositions nécessaires afin de limiter les effets de cette inflation sur le pouvoir d'achat des ménages djiboutiens, comme cela a été fait lors de la période du Covid-19. Enfin, les stocks de denrées alimentaires seront contrôlés afin de prémunir toute pénurie. Fin de citation. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi la 77e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. C'est ouvert le 10 mars à Kigali, Rwanda, au siège des parlements rwandais sous la présidence de M. Mohamed El-Ahmed, président de l'Assemblée nationale djiboutien et président du comité d'exécution de l'Union parlementaire africaine. Eh bien, la cérémonie d'ouverture de la session a été marquée par 2 allocutions prononcées par la présidente de la Chambre des députés de Rwanda, Mme Donatille Mukhalisa, et M. Mohamed El-Ahmed, président du comité exécutif et de l'Union parlementaire africaine. Retour à Djibouti, où l'USAID, à travers son projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutien, a fait un don d'équipements et matériel didactique à l'enseignement technique et à la formation professionnelle du MENFOP. C'est donc qui s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre le PD et le TF dans les révisions des curriculums professionnels qui ont débuté dès le début du projet. Ces révisions visent à proposer aux jeunes des formations techniques en adéquation avec les besoins des marchés du travail djiboutien. Il est important de rappeler que cette initiative a débuté plutôt dans un premier temps par l'analyse des besoins du secteur privé en élaborant et validant les référentiels d'activité et de compétences. Les enseignants ont ensuite été formés sur de nouvelles compétences et normes par des formateurs travaillant dans le secteur privé. Ce processus a abouti avec l'achat de ces équipements pour assurer l'apprentissage pratique aux élèves. Ces lots de matériel et outillages utilisés actuellement par des professionnels du secteur privé contribueront énormément à l'insertion des jeunes sortant du bac pro, l'installation électricité, la maintenance et le bac pro pilotage des productions industrielles, ainsi que le CAP installation sanitaire et le CAP menuiserie bois aluminium. Cette cérémonie de remise officielle a été rehaussée par la présence de hauts cadres des institutions partenaires, à savoir le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdel Mayoub, et la représentante de l'USAID, M. Lloyd Jackson. Qui ont été faites concernant le curricula de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, l'organisation USAID des États-Unis nous ont octroyé tous ces équipements que vous voyez devoir, que ce soit en menuiserie, bois et à la fois aluminium, en installation sanitaire et en tout ce qui est électricité, tout ce qui est PPI et automatisme des systèmes. Et tout cela, nous remercions à l'USAID qui nous ont permis d'avoir à la fois révisé ce qui nous a accompagnés durant tout au long de cette.
l'Institut islamique de Djibouti, affilié à l'Université islamique Imam Mohamed bin Saoud de l'Arabie Saoudite, a organisé une cérémonie dédiée à la remise des diplômes des 41e promotions d'étudiants du secondaire et de la première promotion d'étudiants des départements universitaires. La cérémonie a eu lieu dans la grande salle du Palais du Pub. Cette cérémonie a vu la présence d'importance le ministre des Affaires islamiques, Moumoun Hassan Barre, le directeur de l'Institut islamique, Majid bin Ibrahim Al-Saq, et plusieurs dizaines de membres du corps professoral et récents diplômés, ainsi que le directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Douali, et d'autres invités. Lors de cet événement, le directeur de l'université islamique, Al-Iman Mohamed bin Saoud, a remis des certificats aux différents étudiants qui ont terminé leurs études secondaires et universitaires, rappelant que l'Institut islamique de Djibouti, affilié à l'université islamique Iman Mohamed bin Saoud, a été créé en 1981. C'est à la volonté du gouvernement du gardien de lieux saints, mosquée du gouvernement djiboutien, dans le cadre de la coopération entre les deux pays, et plus précisément dans le domaine de l'éducation. La cérémonie a été couronnée par des séries de discours, dont celui du directeur de l'Institut islamique de Djibouti, Majid bin Ibrahim. Dans son discours, il a souligné le rôle joué par l'Institut saoudien pour poursuivre le rythme des efforts du gouvernement pour promouvoir l'éducation arabe en République de Djibouti. Les deux responsables saoudiens ont saisi cette occasion pour adresser leurs sincères remerciements et gratitude au gouvernement djiboutien pour l'égide du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, pour le soutien et les facilités de l'Institut qui a reçu depuis et qui fête ses 41 ans. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, les efforts des Occidentaux pour tenter de mettre fin à la guerre s'est poursuivi. Mardi dernier, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a conclu sa tournée européenne par des briefings à l'Élysée avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le président Emmanuel Macron. Objectif de la visite, faire le point sur les efforts diplomatiques en cours pour réduire la violence et de mettre un terme à la guerre déclenchée par la Russie. Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait tenu une visioconférence inédite avec trois de ses homologues, à savoir la chancelière allemande, Olaf Scholz, le chancelier allemand, Olaf Scholz, le président chinois, Xi Jinping, alors que Pékin, proche de Moscou, occupe une position ambiguë depuis le début du conflit. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.